Alors, ça y est, je me suis concentré. Alors, la liberté, hein, on avait vu que nous pourrions la définir comme étant l'absence de contraintes, le fait de pouvoir disposer de certaines aires de non-ingérence où on décide de ses choix. Encore posé devant le bâtiment, bâtiment, survêt claquette, l'assortiment, l'assortiment. Quand je tire, je quitte le continent, et je continue, c'est le châtiment. Châtiment, empathie, moi j'ai trop rêvé, faire la moulage le devait, devenir un dur il fallait, l'avenir s'assure sans parler. J'étais l'élève, j'ai dépassé le maître, sans aucune trêve sur... On a vu qu'avec Rousseau, la liberté a pris une connotation avec les TS et les TES. On a vu qu'avec Rousseau, la liberté a pris une connotation. On va voir ça bientôt avec les STMG, ne vous inquiétez pas, Rousseau, hein, c'est important. On a vu qu'avec Rousseau, on va voir avec Rousseau que la liberté implique à un moment de suivre c'est non plus de faire ce qu'on veut, ça c'était l'état de nature, mais la liberté à un moment, elle implique de suivre la volonté générale et d'obéir aux lois que l'on a soi-même élaborées avec l'aide du législateur et votées. Alors, je ne reviens pas sur tout ce qu'on a dit sur Rousseau. Par contre, je voulais évoquer la critique que Benjamin Constant, qu'on a déjà vu, et là je félicite ceux qui ont retrouvé à quelle occasion nous avons parlé de Benjamin Constant, avec Kant notamment. Il n'était pas d'accord avec Kant, il n'était pas d'accord non plus avec Rousseau. Et Benjamin Constant rappelle qu'il ne faut pas confondre, il rappelle ça en 1819, et pour les TS, TES, vous l'avez dans le manuel, page 454, Benjamin Constant rappelle qu'il ne faut pas confondre la liberté des anciens, qui est celle que Rousseau a en tête quand il élabore le contrat social, et notamment ce qui se passait à Sparte. Il ne faut pas confondre la liberté des anciens, texte numéro 2, page 454 de votre manuel, et la liberté des modernes. Alors la liberté des modernes, qu'est-ce que nous dit Benjamin Constant? Là, je ne résiste pas à l'envie de vous lire un extrait. Ma mère m'avait offert, quand j'étais étudiant, les œuvres complètes, les écrits politiques de Benjamin Constant. Il a aussi fait un très très beau roman qui s'appelle Corinne, que je vous conseille, un très beau roman. Ça devrait intéresser des gens comme Inès de la TS7. Alors, comment est-ce que Benjamin Constant définit la liberté des modernes? C'est pour chacun, je cite Constant, c'est pour chacun le droit de n'être soumis qu'aux lois, de ne pouvoir ni être arrêté, ni détenu, ni mis à mort, ni maltraité d'aucune manière par l'effet de la volonté arbitraire d'un ou de plusieurs individus. C'est pour chacun le droit de dire son opinion, de choisir son industrie et de l'exercer, de disposer de sa propriété, d'en abuser même, d'aller, de venir sans obtenir la permission et sans rendre compte de ses motifs ou de ses démarches. C'est pour chacun le droit de se réunir à d'autres individus, soit pour conférer sur ses intérêts, soit pour professer le culte que lui et ses associés préfèrent, soit simplement pour remplir ses jours et ses heures d'une manière plus conforme à ses inclinaisons, à ses fantaisies. Là, vous voyez, Benjamin Constant est bien l'un des fondateurs de ce qu'on appelle aujourd'hui le libéralisme. Alors, est-ce qu'il faut privilégier la liberté? Oui, mais le problème... Et je pense au très beau film de 1963 de Francesco Rossi, Main basse sur la ville. Oui, mais le problème, quand vous laissez la liberté et que chacun peut, dans le cadre des lois avec lesquelles on peut facilement jouer, faire ce qu'il veut, ça peut poser problème. Hein. La loi n'a jamais empêché certaines pratiques sociales telles que la corruption, etc. Le film de Francesco Rossi, mais beaucoup d'autres films ou beaucoup d'autres auteurs le montrent également. Donc vous voyez, si à un moment on privilégie la liberté, le problème c'est qu'à un moment il peut y avoir certains excès justement commis en abusant de manière non éthique de la liberté. Alors est-ce que ça voudrait dire qu'il faut préférer la sécurité? Bon là encore, il faut que je me concentre. Voilà, alors du coup ça voudrait dire que face aux dérives de la liberté, il faudrait privilégier l'état
devrait privilégier finalement la sécurité, et puis peu importe des libertés, du moment pardon, que les citoyens sont protégés, qu'il y a une garantie que les populations soient à l'abri du danger. Quand le crime est au cœur de la société, il n'y a pas de justice. C'est ça, la sécurité. L'État met des moyens en place pour faire face aux risques qui menacent, pour protéger finalement les populations. La contrepartie, c'est qu'il faut obéir à ce que dit le souverain. C'est toute la problématique de Hobbes. On le range parmi les libéraux, mais Hobbes, il ne faut pas oublier qu'à la base, sa préoccupation première, c'est comment restaurer l'autorité du souverain. Pourquoi est-ce que les citoyens qui passent le pacte social chez Hobbes, c'est les citoyens qui passent le pacte social? Pourquoi? Tout simplement parce qu'à un moment, ils cherchent à apaiser leur peur de la mort dans l'état de nature. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles ils passent le pacte social, et qu'à un moment, ils vont déléguer leur pouvoir à un souverain qui, lui, ne passe pas le pacte social et dont le rôle est de maintenir la société dans la paix et la sécurité. Hobbes écrit le Léviathan, on l'avait vu en cours avec les TES2, il écrit le Léviathan dans le contexte des guerres civiles de 1640 en Grande-Bretagne. Donc, à un moment... certains penseurs disent qu'il faut privilégier la sécurité. C'est dans le contexte de la Révolution française, c'est la pensée de Joseph de Maistre, par exemple, le fameux contre-révolutionnaire, qui à un moment explique, face à la philosophie des Lumières, face aux droits de l'homme, etc., que non, il faut à un moment privilégier une espèce de... un espèce de pouvoir théocratique qui va discipliner des individus mauvais par essence. Comment voulez-vous espérer la liberté, vous qui êtes mauvais par essence? Donc il faut discipliner. Joseph de Maistre, en privilégiant la sécurité sur la liberté, va faire l'apologie du bourreau, de l'Inquisition et de la guerre et de la Révolution française comme un espèce de châtiment divin à travers lequel la Providence régénère. Des penseurs tels que Hannah Arendt ou Raymond Aron ont montré voilà, les dérives d'un État qui, à un moment, sous prétexte de sécurité, verse dans des dérives autoritaires et également totalitaires. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Est-ce que l'État doit, toujours avoir le sujet sous les yeux, l'État doit-il privilégier la liberté ou la sécurité au sein de la société? Eh ben, pas évident. Alors, il y a quand même un penseur. Alors, qui va trouver? Il y a quand même un penseur. Bon, il y en a plusieurs, mais moi, j'en ai un en tête. Il y a un penseur qui a montré que l'alternative peut être compliquée. Oui, Lucas, Zineb, Jade, Elias. Alors, qui prend la parole? Nadine? Bon. Et oui, le penseur le penseur que j'avais en tête, c'est bien évidemment Michel Foucault. Alors on pourrait en citer bien d'autres, hein. Je pense à Rassemblement de Judith Butler, qui montre aussi qu'il faut un minimum de sécurité pour que les individus exercent leur capacité d'agir, leur agency. Je pense aussi au très bel essai Maître et disciple de Abdallah Hamoudi, qui montre les excès d'un paternalisme autoritaire calqué sur la figure du maître et du disciple. Et au final, je pense aussi aux analyses de Michel Foucault, et vous allez voir qu'il y a une phrase sur laquelle j'aimerais insister, et qui montre que Foucault avait pensé un peu cette ambiguïté du sujet sur lequel je vous demandais de réfléchir. Alors, Foucault nous intéresse de ce point de vue à partir du concept de biopouvoir qu'il développe de 1974 à
à 76, et notamment dans Surveiller et punir, ainsi que dans le chapitre 5 de la volonté de savoir. Là, il conceptualise dans ce chapitre 5 ce qu'est le biopouvoir. Pour Michel Foucault, on est passé, à partir de l'âge classique, à partir, on va dire principalement du XVIIe, on est passé d'un pouvoir souverain, qui a droit de vie et de mort sur ces sujets, à ce qu'il appelle le biopouvoir. Le biopouvoir, c'est un pouvoir qui gère la vie, un pouvoir qui prend en charge la vie, qui laisse de côté l'alternative de droit de vie et de mort. Le biopouvoir s'occupe de préserver la vie. Alors comment est-ce qu'il s'occupe de ça? Tout d'abord en disciplinant les corps, et ça les analyses que Foucault fait sur la prison sont tout à fait magistrales en termes de quadrillage du temps, des activités, en termes de panoptique, hein, cette tour dont on ne voit pas l'intérieur et qui surveille tous les prisonniers dans la cour. Mais c'est pas simplement discipliner les corps, le biopouvoir, c'est aussi réguler, administrer les populations, contrôler les naissances, les décès, utiliser la statistique. Il y a un très beau livre de Michel Foucault, il y a un très beau texte de Michel Foucault, hein, Histoire de la médicalisation, qui nous montre, c'est une conférence qu'il avait faite à Rio en 1974, et dans laquelle Foucault en fait nous montre que la médecine est née dans un contexte bien particulier, qui est celui du renforcement des prérogatives étatiques. Donc très vite, la médecine devient en fait une des technologies hein, du pouvoir. Alors à quoi lui sert cette technologie? Eh bien justement à préserver la vie. Pourquoi préserver la vie? La médecine, c'est aussi, la médecine au sens moderne du terme, nous dit Foucault, se développe aussi dans le cadre de la société industrielle. Pourquoi rendre les corps dociles et gérer les populations? Eh bien tout simplement pour que ces corps et ces populations soient productifs, qu'ils rapportent de l'État. Là, il faudrait voir également les analyses du chapitre 5 de la volonté de savoir. À un moment, l'État gère la vie parce qu'il a besoin de ressources, il a besoin de faire travailler des gens qui vont lui rapporter des ressources économiques. Donc c'est dans ce cadre-là aussi que la médecine comme instrument du pouvoir se développe, dans l'essor de la société industrielle, dans également l'essor de l'urbanisme avec justement tout un ensemble de questions qu'il faut gérer. L'hygiène, les épidémies, tout ça, voilà, à un moment, nous dit Foucault, ça implique la sécurité. Gérer la population implique la sécurité. Mais Foucault nous dit mieux, dans justement sécurité, territoire, population, Foucault, je vais vous lire une phrase qui me semble très importante. Enfin, deux phrases. Bon, on va pas chipoter. Je cite Foucault. C'est qu'en fait, cette liberté, à la fois idéologie et technique de gouvernement, cette liberté doit être comprise à l'intérieur des mutations et transformations des technologies de pouvoir. Et d'une façon plus précise et particulière, la liberté n'est pas autre chose que le corrélatif de la mise en place des dispositifs de sécurité. Un dispositif de sécurité ne peut bien marcher, et en tout cas celui dont je vous ai parlé là, qu'à la condition justement que l'on donne quelque chose qui est la liberté, au sens moderne que ce mot prend au XVIIIe. Je cite encore Foucault, la liberté c'est la possibilité de mouvement, déplacement, processus de circulation et des gens et des choses. Bien, bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances. Quelqu'un veut réagir? Nour, Alexander, Dorian? Oui, bah oui, bien évidemment, vous l'avez compris, il y a un piège dans le sujet, je vous félicite. Le sujet, c'est pas l'État doit-il privilégier la liberté ou la sécurité vis-à-vis des citoyens? Pas du tout. Le sujet, c'est l'État doit-il privilégier la liberté ou la sécurité au sein de la société? Et oui, donc ça veut dire tout simplement que si on part de l'idée, et là je me réfère encore à Durkheim, aux règles de la méthode sociologique, bah si le sujet c'est l'État doit-il privilégier la liberté ou la sécurité au sein de la société comprend à la fois l'humain et le non-humain. Ça veut dire que vous pouvez vous interroger également sur la mémoire.
Parce que l'État, à un moment, doit aussi, au niveau de la mémoire, privilégier la liberté ou la sécurité. Est-ce qu'au niveau de la cause animalière, je pense aux travaux sur l'éthique animalière dont on a parlé, voilà. Mais on peut aussi s'intéresser aux non-humains, c'est-à-dire aux objets. Je pense au très très beau roman de Abdallah Baïda, Testament d'un livre. C'est un livre qui est le narrateur de ce roman et qui montre que il n'est peut-être pas non plus ni tout à fait parfois libre de dire ce qu'il voudrait, et également cette absence de liberté est liée à un manque de sécurité, hein. Quels sont les livres que l'on brûle, que ce soit au niveau de la bibliothèque d'Alexandrie à l'époque d'Averroès, ou bien les autodafés nazis effectués en 1933 à Berlin, bah, c'est des livres dont on n'aimait pas justement le ton de liberté qu'ils employaient. C'est ces livres-là qui étaient menacés dans leur sécurité. Donc vous réfléchirez à tout ça pendant les vacances. Alors je ne vais pas vous demander de rédiger la disserte, juste pensez, voilà, cette dissertation. L'État doit-il privilégier la liberté ou la sécurité au sein de la société? Vous allez juste y réfléchir, y penser comme ça, dans vos occupations, peut-être prendre une phrase ou deux en note, juste penser, juste penser. Voilà, et déconnectez bien pendant les vacances, quittez les ordinateurs, laissez tomber un peu aussi le boulot, et tout en étant prudent, voilà, pensez également à déconnecter, à vous reposer, à prendre soin de vous et de vos proches. Et à très bientôt.